Merci Marie, et de notre côté, pas de bagarre non plus, tout le monde est sur le pont. Didier Pinault, Corinne Amaran, Vanessa Prévost, Eva Le Sceau, Laurence Millet, comme tous les jours à la réalisation. Effectivement, il n'est pas véritablement sorti de ce purgatoire, mais ce purgatoire était beaucoup plus sensible, bien sûr, dans les années 50, puisque Roger Nimier, malgré les efforts qu'il a déployés, n'a pas réussi, tant qu'il était vivant, à le sortir de ce purgatoire. Par exemple, lorsqu'il lance, ou relance plutôt, Ouvert la nuit, fermé la nuit, c'est un échec en 57. Alors on va reparler évidemment de cela et de la relation entre Nimier et Morand, mais avant cela, vous personnellement, qu'est-ce que vous retenez de la littérature de Paul Morand? Qu'est-ce qu'éventuellement vous relisez aujourd'hui? Qu'est-ce qui est resté pour vous le plus important? Les œuvres personnelles, d'une certaine manière, me paraissent très attachantes, en raison même du caractère secret. Donc vous voulez dire les lettres, le journal? Le journal inutile, les correspondances me paraissent tout à fait de grande importance, en dépit de tout le mal qu'on peut dire, par exemple, du journal inutile. Je trouve que c'est un livre vraiment passionnant, avec des scories certainement, mais combien de diamants, combien de portraits, enfin, c'est un livre qui me paraît très attachant. Justement, vous parliez, Jean d'Ormesson parlait du cœur, et je pense que dans le journal inutile, c'est là qu'on peut le sentir très bien, en particulier, par rapport à Roger Nimier, mais surtout par rapport à Hélène Morand. Et donc, évidemment, c'est sur un mode d'expression qui n'est plus qui n'a plus cours aujourd'hui. On peut rappeler que c'est un journal qu'il tient pour lui-même après la fin de la correspondance avec Chardonne, Nimier, tous ces gens qui sont morts avant lui. Oui, c'est-à-dire que la correspondance Chardonne-Morand était une correspondance littéraire et chacun des deux compères trouvait en l'autre une sorte de boîte à lettres. Il y avait quand même l'idée de faire un grand livre plutôt que de cultiver forcément une relation intime. À partir du moment où Chardonne est mort, Morand a continué d'écrire et c'est devenu le journal inutile, en fait. Donc il y a une sorte de continuité. Et alors ce journal inutile, il est en effet d'une grande liberté, puisqu'il ne se censure jamais et qu'il souhaitait qu'il soit publié très longtemps après sa mort. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse en particulier? C'est ça qui vous touche? Non, parce que je parle des œuvres, disons, personnelles, intimes, mais je relis très volontiers les nouvelles. J'ai préfacé Le Flagellant de Séville. Évidemment, je ne considère pas que le plus important de Morand est du côté de la correspondance et du journal inutile. Mais je pense que ces livres font partie intégrante de l'œuvre et qu'elles en donnent une idée beaucoup plus complète et élargissent la palette du talent de Morand. Alors vous êtes surtout, j'ai envie de dire, un spécialiste de Roger Nimier. Vous êtes le biographe de Roger Nimier. Votre livre biographie donc de ce hussard apparu chez Flammarion en 1989. Avant cela, vous aviez édité la correspondance Chardonne-Nimier 1950-1962. Et très récemment, en 2015, toujours chez Gallimard, vous avez établi et annoté la correspondance Morand-Nimier qui s'étale sur la même période. On peut peut-être commencer par raconter, Marc Dambre, comment ces deux-là, Morand et Nimier, se sont trouvés. Ils se sont trouvés, ou plutôt c'est Paul Morand qui est allé chercher Roger Nimier, puisque la première lettre est de Paul Morand à propos du Grand d'Espagne. Et précisément dans le Grand d'Espagne... Donc c'est Nimier qui est allé chercher Morand, pas le contraire, puisque c'est lui qui envoie la première lettre. C'est Morand qui écrit à Nimier. C'est lui qui va chercher Nimier, parce que Nimier publie le Grand d'Espagne. Oui, ça, mais il lui envoie. Disons que Nimier lui envoie le Grand d'Espagne. Oui, si vous voulez, effectivement. Mais dans le Grand d'Espagne, vous ne trouverez pas un titre de Paul Morand, ni même le nom de Paul Morand. Non plus que de Chardonne. Donc, c'est après que ses aînés sont venus le chercher d'une certaine manière. D'ailleurs, la première lettre de Morand est claire. Je mise sur vous et je ne veux pas perdre. Donc,
Il n'y a pas d'ambiguïté, il est très honnête de ce point de vue-là. Donc dans la biographie de Nimier, avant Le Grand d'Espagne, il n'est pas fait mention d'une admiration particulière ni pour Chardon ni pour Morand. Absolument pas. Non, disons que, par exemple, Chardon était pour Nimier un auteur un peu ennuyeux. Il était très jeune. Il ne faut pas oublier que Les Épées, il publie ce roman à 23 ans. Et donc... non, pour lui, c'était des histoires de couples, de couples bourgeois, etc. La princesse de Clèves sans cesse recommencer, ça n'est pas très amusant. Donc voilà. Et Paul Morand, il avait certainement lu des livres de Paul Morand, mais il n'y avait pas de rencontre particulière. L'auteur, à l'époque ou les auteurs de Nimier, qui le resteront d'ailleurs, c'est Marcel Aimé et Céline. Et Valérie Larbaud. Pardon ? Et Valérie Larbaud. Ah oui, bien sûr, Valérie Larbaud. Mais donc, il va les voir, carrément. Ouais. Donc il y a une espèce de pacte qui se noue entre eux, si je comprends bien. Morand demande à Nimier de le réhabiliter, et Nimier, il voit aussi son intérêt, c'est ça ? Non, je crois qu'il n'y a pas tellement d'intérêt de Nimier, si ce n'est... le goût des causes perdues, d'une certaine manière, et puis un peu un réflexe de justicier. Nimier, c'est quelqu'un qui n'aime pas la police et ce genre de choses, et donc il trouve répugnant ce qui s'est passé après 45. Et il trouve que, bon, c'est une réaction très saine, il a 25 ans à ce moment-là, de dire, bon, ben... pourquoi avoir puni pour continuer de punir alors que la guerre s'éloigne, etc. Et voilà, c'est la réaction. Et donc systématiquement, et aussi parce qu'il a un peu par dandisme, le goût de déplaire. Et donc c'est une manière de cultiver sa mauvaise réputation. Il a cette manière d'aborder la société littéraire. Il ne faut pas oublier qu'à l'origine, Nimier n'est pas journaliste ni écrivain. Il est simplement, il gagne sa vie d'abord dans la philatélie, et ensuite il fait des affaires. Et voilà, et tout d'un coup, on lui confie la rédaction du journal Opéra. Il a 25 ans, c'est juste après le Hussard bleu. Il dit, belle occasion de faire revenir à la lecture de ces auteurs qui ont été condamnés pour lui injustement, dans la mesure où ça traîne. Et que, de toute manière, on en est de toute manière à la fin de l'épuration. Alors, il y a Opéra qui est un levier, puis il y a aussi Gallimard, parce que Nimier est aussi éditeur chez Gallimard, et donc là, il va essayer de rééditer, de regrouper aussi tous les écrits de Paul Morand et de les republier. Oui, donc Opéra c'est 51, il entre chez Gallimard en fin 56, donc de 51 à 56, il utilise les magazines ou les journaux auxquels il collabore ou qu'il dirige pour publier du Morand, et quand il devient conseiller littéraire chez Gallimard, effectivement, il est chargé de s'occuper, si je puis dire, de Morand comme de Céline et de Jouandeau et d'autres. Vous avez eu une très importante correspondance avec Jacques Chardon. Est-ce que vous avez d'autres correspondants aussi ? Non, c'est la seule. C'est la seule. Et quand Chardon est mort, je me suis écrit à moi-même parce que je n'avais plus de correspondant. Et vous continuez à vous écrire à vous-même ? J'écris à moi-même. J'écris à moi-même et tout ça va à la Bibliothèque nationale. Elle sera rouverte en l'an 2000. Et vous vous écrivez tous les jours ? Pratiquement tous les jours, oui. Que vous dites-vous ? Que vous racontez-vous ? Ce qui me passe par la tête. Ou des réflexions, ou des lectures, ou des entretiens. Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de Paul Morand avec Marc Dambre. Paul Morand qui finira donc par s'écrire à lui-même après, je le disais, la mort de ses correspondants favoris, car on a parlé d'un duo jusqu'à présent, Nimier-Morand, mais c'est en réalité un trio dont il faut parler, Nimier, Morand et Chardon, Marc Dambre. Oui, alors il est intéressant de voir que les premières années, c'est un dialogue, en effet, une sorte de trio, avec des relations qui sont assez secrètes d'une certaine manière, où il y a encore des réticences, et la correspondance n'est pas intense.
il y a à ce moment-là, je crois, une cinquantaine de lettres jusqu'en 56, aussi bien entre Chardonne et Morand qu'entre Morand et Nimier, ce qui est assez étonnant, ce qui est assez peu. Et puis, du côté de Nimier, parce qu'il entre chez Gallimard, enfin c'est l'une des explications, mais il y en a d'autres plus importantes, dès lors qu'il entre chez Gallimard, là ça devient, dès le 57, ils s'écrivent autant qu'ils s'étaient écrits pendant les 7 années précédentes. C'est-à-dire une cinquantaine de lettres, et en 61 par exemple, il y a 120 lettres. Donc il y a véritablement une correspondance intense, mais elle est faite de brièveté. Ce sont des toutes petites lettres et on le voit très bien dans la correspondance que vous avez éditée en 2015. Parfois ce sont juste des mots de quelques lignes, en général pour dire je suis en train de lire ça, je serai à Paris à tel moment, pouvez-vous m'envoyer le service de presse de telle chose, et puis je bois en ce moment un chardonnay de telle année. C'est à peu près ça la lettre. Oui, enfin là, vous réduisez quand même à l'anecdote, alors qu'il y a quand même un peu plus d'intérêt que cela bien à la entendu, correspondance. Mais pour dire que c'est très bref, quoi. Oui, souvent. c'est très bref, mais tous les deux sont dans la concision et dans la brièveté. Donc, il y a là une sorte d'entente, dans une forme de virtuosité, parce que la brièveté n'exclut pas l'abondance d'informations et évidemment de sous-entendus. Et d'autre part, il y a quelques lettres beaucoup plus longues. On y reviendra justement sur les lettres un petit peu plus longues, mais je parlais d'un trio tout à l'heure. On ne peut pas dire, cela dit, que les relations soient les mêmes entre Morand et Nimier et entre Morand et Chardonne. Pour Nimier, Morand constitue une figure paternelle que Chardonne ne constitue peut-être pas, Marc d'Ambre. Oui, effectivement, les premières années, Chardonne est un peu une figure paternelle, enfin un peu, disons, par intermittence, alors qu'avec Paul Morand et avec le temps, Morand va vraiment devenir un père. En même temps, comme vous avez pu le voir, il y a une sorte d'inversion des rapports. Nimier le dit lui-même que Morand est un bon père pour lui, mais que lui-même est le père de Morand, ce qui peut paraître évidemment bizarre. Dans quel sens alors ? Dans le sens où il l'incite à écrire, il lui fait des commandes, il est très incitatif, très actif, et donc même Paul Morand par moments se plaint du fait qu'il le fait trop travailler, ou alors tout d'un coup il se plaint parce qu'il ne fait pas assez travailler. Donc en quelque sorte Nimier a un peu les guides à ce moment-là. C'est pas dans ce type à ce niveau-là que ça se passe, parce que Nimier est plein de déférence à l'égard de Morand. Il ne confond pas évidemment. Quand il dit maître, ce n'est jamais une plaisanterie. Et donc c'est ça qui est curieux, c'est que effectivement il est à l'origine de certains livres, de beaux livres comme Fouquet par exemple. Alors que du côté de Morand, c'est pas tout à fait le même cas, sauf in extremis avec D'Artagnan amoureux, qu'on peut dire en partie engendré par la générosité de Paul Morand, parce que tout simplement ils ont discuté un matin d'un livre possible, que ça se passait dans la maison de Paul Morand, et que avec cette ambiance-là, Nimier s'est ressenti en confiance. Et pour s'éprouver lui-même, il a fait ce galop d'essai qui est un hommage à son enfance, mais en même temps avec une réelle complicité avec Paul Morand, puisque l'une des lettres... Et de l'affection aussi ? Comment ? De l'affection également ? Ah bah oui, ça c'est sûr. De la part de Morand, d'ailleurs, de manière étonnante, ça s'exprime très directement. Vous êtes de Manque dans mon cœur. Une fois, il l'attribue à Madame de Sévigné, une fois à Blaise Pascal, ce qui est assez amusant. Et puis il y a aussi le pastiche du cogito cartésien, je suis, donc je pense à vous. Ce qui est assez étonnant de la part d'un homme qui a une vie extrêmement riche, qui a 37 ans de plus que Nimier. C'est étonnant. Et puis qui ne se livre pas beaucoup sur le plan des sentiments. Alors Chardonne, j'y reviens, tous deux lui ont donné un surnom. Il s'appelle le solitaire. Oui. Pourquoi le solitaire ? Pourquoi le solitaire ? Je pense que, étant à la frette, restant à la frette, effectivement, il se comporte un peu en ermite. Il prend le train pour la gare Saint-Lazare assez régulièrement, mais son port d'attache, c'est vraiment
la frette, alors que Paul Morand est sans cesse en train de bouger, on ne sait jamais où il est, et ses projets sont extrêmement nombreux et se recomposent. Nimier lui-même a quand même une vie assez agitée, tout en ayant une vie extrêmement rangée en tant que conseiller chez Gallimard. À un moment, Paul Morand lui écrit « Votre ubiquisme m'effraie ». C'est un début de lettre. Bon, parce qu'avec sa voiture, ou bien pour le cinéma, il se retrouve à Milan ou à Venise, etc. Alors que Chardonne est un personnage très sage. Oui, un autre qui reste chez lui, c'est un quatrième personnage qu'il faut faire entrer dans ce cercle, quoique de manière bien plus extérieure, c'est Céline. Parce que pour Nimier, le grand écrivain, c'est pas d'abord Morand, c'est d'abord Céline. Et c'est d'abord Céline qui va essayer de réhabiliter. Oui, c'est en 57 avec D'un château l'autre. C'est-à-dire que chez Nimier, depuis 1949, c'est-à-dire à 23 ans, voulait envoyer des vivres à Céline ou des moyens de revenir en France, de s'évader, etc. Puis Marcel Aimé lui dit « envoyez-lui les épées ». Et à ce moment-là, il y a une sorte d'amitié littéraire avec évidemment une différence, là encore, et une déférence de Nimier. Et une fois que Nimier a des feuilletons littéraires ou qu'il est conseiller littéraire chez Gallimard, évidemment, il va écrire pour que Céline revienne en grâce dans les années 50. Avec succès ? Avec succès. Lorsqu'il arrive chez Gallimard, les choses vont assez mal. Avec Jean Paulhan et Céline ne s'entendent plus. Et Nimier a écrit plusieurs articles marquant, par exemple à propos des entretiens avec le professeur Y, un classique, la littérature française est servie. Bon, et donc Gaston Gallimard pense que Nimier peut véritablement prendre la place, et dès quasiment 6 mois après, Céline est de retour avec la fameuse interview de l'Express qui fait scandale, un voyage au bout de la haine, fait scandale, mais en même temps crée véritablement un intérêt autour de Céline qui va pouvoir faire sa trilogie avec Nord et Rigaudon. Et alors si on continue de croiser les lignes entre ces différents personnages, il faut souligner aussi que chez Céline, il y a un intérêt fort pour l'écrivain qu'était Morand. Et ça n'est pas évident quand on lit les deux écrivains, quand on met face à face les deux styles qui pourraient, a priori comme ça, n'avoir rien à voir. Oui, il a des phrases très positives sur Morand. Je ne sais pas si ma citation est exacte, mais c'est le premier à avoir jazzé la langue française. Il dit quelque chose comme ça de Morand, ce qui est extrêmement flatteur. D'ailleurs, dans la correspondance Morand-Nimier, en 62, Nimier lui envoie, pour lui faire plaisir, des extraits des entretiens avec le professeur Indus, des phrases assez longues d'ailleurs, et Paul Morand demande à Nimier s'il peut citer ces phrases dans le cahier de Lerne qui va être consacré à Céline. Mais vous le comprenez, vous, que Céline s'intéresse au style de Morand, qui, je le répète, est encore une fois très différent. Il a dit à propos d'Ouvert la nuit que c'était plus savoureux, plus nourrissant et beaucoup plus parfumé que la plupart de ce qui s'écrivait à cette époque-là. Je pense que la modernité de Morand avait quelque chose à dire à Céline dans une forme d'authenticité, de rythme qui était bien différent, mais cette complexité des années 20 et des années qui avaient suivi la guerre, Céline les avait vécues à sa manière, et Céline est très artiste, vous savez, la danse, etc. Donc, en Morand, il voit une forme de poésie. D'ailleurs, Morand est aussi poète. Il a écrit de très beaux poèmes. Et donc, ça intéresse Céline, parce que donc c'est pas Morand juste parce qu'ils sont réprouvés. Ah non. Tous les deux. Ça va plus loin, c'est absolument une question littéraire. C'est l'affaire globale de la vie qui est finalement leur grand sujet, que ce soit dans les romans comme on s'y attend dans leur correspondance, Marc Dambre. Oui, c'est-à-dire que il y a 2 sortes de longues lettres. Il y a ce que Morand appelle les lettres d'affaires,
en s'amusant, mais en fait, il dit les lettres d'affaires, ce sont les premières lettres quand Nimier arrive chez Gallimard. On n'oublie pas les affaires quand même. Non, forcément, c'est professionnel en quelque sorte, puisque officiellement, Nimier est quand même chargé par Gaston Gallimard de regrouper les œuvres qui mettront du temps, mais finalement, on est arrivé à la Pléiade bien longtemps après. Mais en un sens, Nimier avait ça après en sa tête, mort, bien parce que après pour sa lui, il disait à ce moment-là, il faudrait tout publier ou en livre de poche ou en Pléiade, pas d'entre-deux. Et Oui. il y a une lettre qui n'est pas une lettre d'affaires, dans laquelle est raconté, je crois que c'est Nimier qui l'écrit à Morand, le programme d'une journée qu'il Borges par exemple. Oui, c'est vrai. Il lui envoie Borges Nimier envoie Borges à Morand. Morand l'a déjà lu dans l'original, mais il lui dit je vais le relire. Oui, c'était d'ailleurs une lecture de Nimier lui-même. Il en fait un compte-rendu en 1951. Pas très long, mais il réagit à ce moment-là à fiction. Et donc, il y a effectivement, derrière les simples demandes de services de presse ou autres, toute une complicité, mais aussi toute une recherche qui est à l'œuvre, puisque en même temps, Nimier a des idées de livres. Il y a Fouquet, c'est vrai, et donc il y a toute la documentation. Il y a les préfaces, et donc pas mal d'auteurs, avec une bibliographie également. Et d'autres choses aussi qui ne sont pas forcément des livres, comme l'idée de adapter au cinéma Un amour de Swann. Donc il y a les deux, il y a les réjouissances, il y a un autre jeu qui est plutôt du côté de la création, comme je le disais tout à l'heure, Nimier qui obtient d'une certaine manière le Fouquet, qui est un beau livre, et puis Morand qui est d'une certaine manière à l'origine de D'Artagnan amoureux. Bon, on pourrait aussi parler des voitures, ces voitures qui font 2 tonnes et qui, lancées à 180 à l'heure, n'ont pas de frein parce qu'on leur met des freins de 1925. Je crois que c'est Morand qui écrit ça à Nimier, qui aime aussi beaucoup les voitures, trop sans doute, puisqu'il se tuera d'un accident de voiture en 1962. Et puis, le journalisme, on peut peut-être terminer par ça, Marc Dambre, et des conseils qu'éventuellement Paul Morand va donner à son élève, entre guillemets, qui est Roger Nimier. Oui, il voulait le dissuader de faire du journalisme au tout début, et Nimier retrouve la lettre quasiment 10 ans après, en disant « j'aurais dû suivre vos conseils ». Et en fait... Parce qu'il s'est finalement brûlé en donnant trop son opinion dans Paris, c'est ça ? Je pense que son œuvre de journaliste est peut-être aussi importante que celle du romancier, de journaliste et de critique littéraire, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Les journées de lecture, par exemple, sont un très beau livre, et donc on ne peut pas dire que le journalisme ait empêché Nimier d'écrire, c'est le moins qu'on puisse dire. L'élève d'Aristote, c'est un livre de journaliste, entre guillemets. Le problème, c'est que Nimier avait donné beaucoup de choses trop tôt et que, effectivement, il était en quelque sorte à sec, je pense. Et Donc, si on va l'acheter, on découvrira les 50 meilleurs livres du demi-siècle, au fond. Et puis les grandes années et les moins bonnes années, un peu comme des crus et des millésimes du vin. Oui. Vous avez juste un millésime à nous donner, votre préféré ou... Non, je n'ai pas de préféré, mais enfin, il y a des années avec et des années sans, on ne va pas être trop dur. Mais enfin, c'est déjà de l'histoire, ça fait 50 ans. Bon, on laisse les lecteurs le découvrir. Oui. Vous vouliez nous parler aujourd'hui, Pierre Assouline, de Paul Morand aussi, mais de Paul Morand et le cinéma. Oui, parce que, comme vous le savez, le magazine parle souvent d'adaptation de livres au cinéma. On suit ça régulièrement, et en venant, je pensais justement à la fortune, ou bonne ou mauvaise fortune de Morand au cinéma. Je ne sais pas s'il a été gâté ou pas, mais nos spécialistes peuvent le dire, mais Le Feu follet, L'homme pressé, de mémoire, Une femme à sa fenêtre, puis Milady, avec Dufilo, qui est quand même un grand... Pour moi, c'est peut-être un des meilleurs, parce que Dufilo, qui est remarquable. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup d'autres. Marc Dambre, de mémoire comme ça. Vous pouvez nous aider. Déjà, vous êtes un peu généreux avec Morand en lui attribuant des œuvres de Drieux. Hein. Ah, Une femme à sa fenêtre, non, pardon, c'est de Drieux. Le Feu follet. Les deux. Les deux, oui, c'est de Drieux, oui. comme par hasard. Oui. Vous voyez, oui, c'est la pas mémoire vraiment... trahit un petit peu. Comme quoi, c'est un petit groupe, on a tendance à les identifier. C'était un petit groupe. Mais c'est vrai que vous avez raison, tout d'un coup. Oui, mais il y avait un... L'homme pressé était pas mal. Oui. C'était pas mal. Oui. Mais il n'y en a pas eu tellement, finalement. Non, très peu. Il n'avait pas été... Alors, je pensais au cinéma, pourquoi ? Parce que
Parce que j'ai vu un film qui m'a emballé, tiré d'un très bon livre de l'année dernière, ou il y a 2 ans, qui s'intitule Réparer les vivants, de Mélisse de Kerangal, qui a été un très très grand succès. Ce n'était pas évident de s'emparer d'un roman pareil pour en faire un film, et Catel Quilleverré a réussi, à mon sens, un film remarquable. En fait, chacune a fait son œuvre à elle. La romancière a fait finalement un livre sur le don, et la cinéaste, en s'emparant du livre, a fait un film sur l'histoire d'une femme qui reçoit le cœur d'un autre. Ça fait deux œuvres différentes, mais finalement, 2 œuvres qui sont au diapason l'une de l'autre. Et ça, c'est assez rare, d'avoir été enrichi par une lecture et d'être à nouveau enrichi par le regard que porte une cinéaste ou un cinéaste sur ce livre qui nous a marqué. C'est l'histoire, comme vous le savez peut-être, d'un jeune homme qui se retrouve après un accident de voiture en mort cérébrale, tas de mort cérébrale, et on va lui prélever un organe, on fait venir ses parents, et ça, il y a déjà des choses terribles, hein. Ça vous tire des larmes, hein. Et ce n'est pas le but, mais ça tire des larmes, confronté à la décision, alors qu'il n'a évidemment rien laissé de disposition testamentaire. À 20 ans, on n'y pense pas. Et finalement, les 2 parents qui sont dans le désarroi absolu ont quelques minutes pour se décider. Et ils disent oui, à condition qu'on ne touche pas les yeux. Et finalement, on va lui prendre son cœur, puisqu'il y a une femme qui est en faiblesse cardiaque, et une femme d'aujourd'hui, et qui va recevoir ce cœur. Et alors peut-être que dans le magazine des 100 ans du magazine, dans l'anniversaire, le numéro anniversaire des 100 ans, on retrouvera ce livre de Mélisse de Kerangal. Mais il est déjà, puisque ça va jusqu'à aujourd'hui, des 100 ans de 66 à 2016. En 66, 200 froid de Truman Capote, qui a d'ailleurs donné lieu à un film. Un film, même 2, parce que c'est des films sur l'auteur. Capote. Ah oui, mais 200 froid a également été adapté. 200 froid a été adapté sans bien parler avant, des biopics, bien avant. En effet. Mais les biopics étaient sur le Capote de 200 froid essentiellement, et il a plutôt été gâté. Et donc, en 2014, on signale bien sûr que l'année avait été marquée notamment par Réparer les vivants de Mélisse de Kerangal. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Assouline. Je renvoie donc nos auditeurs au magazine littéraire, et également, s'ils veulent connaître votre avis sur Paul Morand, ils peuvent aller voir du côté de votre dictionnaire amoureux des écrivains et de la littérature. À très bientôt, Pierre. Merci. À l'âge de 80 ans, à l'Académie française, à la suite d'une histoire à rebondissement innombrables. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que il faut distinguer 2 périodes. Avant-guerre, les candidatures de Paul Morand sont liées à un désir de reconnaissance littéraire. Il redoute que les jeunes le poussent vers la sortie, qu'on le traite comme un auteur mineur. C'est un auteur à succès, qui vend beaucoup, autour duquel Grasset fait des publicités à la limite de la vulgarité. Alors, vous faites référence à le dernier... Alors, Morand de Paul Roman ou l'inverse? Absolument. Bernard Grasset avait imaginé de faire une bande sur les romans de Paul Morand en disant le dernier Morand de Paul Roman, ce qui est assez joli. Mais ça allait plus loin que ça. C'est que quand Fermer la nuit est sorti, il y a une ligne de parfum qui est sortie en même temps. Quand Lewis et Irène est sorti, de mémoire en 1923, Grasset a placardé dans tout Paris des affiches disant les chapeaux d'Irène sont-ils de chez Lewis, qui était à l'époque le grand modiste des femmes du monde. Ça allait très loin, et Morand, qui avait tout de même de gros besoins d'argent, se laisser faire. Voilà. Il l'a regretté des années après, il le dit dans le journal Inutile, c'est un laisser-aller qu'il regrette, mais sur le moment, il était ravi de pas se laisser complètement entretenir par Hélène Souzzo. Il avait quand même un train de vie à assurer, il aimait se faire ses tailleurs à Londres, il aimait les voitures, comme chacun sait. Il y a un petit côté Sagan, finalement. Hein. Complètement. Et les voitures, ça coûte cher, il aimait sortir, il aimait les voyages. Donc, finalement, il avait besoin d'argent pour tout ça. Mais l'Académie française, c'était quand même cette idée que ses pairs allaient le reconnaître, qu'il passerait pas uniquement pour un sauteur. Et c'est assez intéressant parce que dès 1928, donc il a 40 ans, il est né en 88, il y a un journal qui réalise un sondage auprès de ses lecteurs et qui demande qui parmi les jeunes écrivains on verrait le mieux entrer à l'Académie française. Et Morand arrive en tête des suffrages, donc dès 28. Ça semble acquis pour lui.
l'idée commence à le travailler. En 33, il y a une élection, il y a trois fauteuils à pourvoir. Mauroy serait également assez intéressé. Il tâte le terrain, mais il sent que c'est pas tout à fait acquis. Il y va pas. Et en 36, première vraie tentative, il se présente au fauteuil de Jules Cambon. Alors, il y croit pas tout à fait, et il écrit d'ailleurs à ce moment-là une lettre assez drôle, c'est en début avril 36, une lettre à Roland de Margerie en lui disant « J'aurais pas le fauteuil, mais si je pouvais déjà emporter le dossier et les ressorts, ça m'irait assez bien. » Il y croit pas, mais enfin, il pointe le bout de son nez. Essaie d'avancer. Exactement. 41, il a envie de se présenter au fauteuil de Marcel Prévost. Et là, pas de chance, la France est occupée. Et l'Académie française vient de décider que tant que la France était sous l'occupation allemande, il n'y aurait pas de nouvelle élection à l'Académie française. Donc, voilà. On arrive à l'après-guerre. Alors l'après-guerre, c'est tout à fait autre chose. La motivation, évidemment, est très différente. C'est l'idée de la réhabilitation politique. J'omets de dire une chose que j'ai trouvée très intéressante dans votre émission de lundi dernier que j'ai écoutée. Avec Michel Collomb. Avec Michel Collomb. Michel Collomb émet une hypothèse que je trouve finalement très juste. C'est de dire, si le discours de Morand s'est beaucoup droitisé dans les années 30, c'est en partie parce qu'il voulait plaire aux académiciens qui étaient très à droite. C'est pas la seule raison, évidemment, ça correspondait à des convictions politiques, mais je pense que c'est un des éléments qui a pu jouer. Ou qui a pu libérer sa parole dans ces années-là. Donc il finit par y arriver quand même, et quand il y arrive, vous le dites très bien, il a 80 ans, c'est en 1968. Alors attendez, on a oublié quelques épisodes, parce qu'il y a eu des tentatives avant 68. D'abord, en 55, il donne une interview assez plaisante à Roger Nimier, justement, dont on parlait à l'instant, dans le magazine Art, où il dit « Oui, l'Académie française, ça m'intéressait autrefois quand j'étais vieux. Maintenant que je suis jeune, j'ai dépassé tout ça. » C'est beaucoup d'humour. Et évidemment, je n'y pense même plus. En 57, sa femme Hélène insiste beaucoup, parce qu'il y a beaucoup Hélène Souzzo, enfin Hélène Morand derrière tout ça, et il se présente. Il y a derrière cette candidature, évidemment, d'abord l'envie de quitter Vevey et de revenir à Paris, de voir ses amis, de quitter la Suisse. L'idée de revenir dans cette famille littéraire et puis d'être un peu lavé de ses péchés, il faut bien dire. On n'a pas évoqué la guerre, mais chacun sait que pouvoir entre-temps. Et que le général de Gaulle voue une rancune tenace à Paul Morand, qui ne l'a pas suivi en juin 40 à Londres. De Gaulle s'en était expliqué assez longuement auprès d'Alain Perfit en disant que Morand, qui était très introduit dans la bonne société anglaise, aurait pu apporter ses réseaux, son entre-gens à ces gens de la résistance qui ne connaissaient quasiment personne. Morand a préféré rester du côté de Vichy et le général de Gaulle ne lui a pas pardonné. Si bien que quand de Gaulle présente sa candidature en avril 59, de Gaulle fait savoir au secrétaire général que si jamais il devait être élu, il ne recevrait pas le candidat, et que de toute façon, il juge d'un très mauvais œil cette candidature. Et l'affaire prend une telle ampleur que Paul Morand retire sa candidature. L'élection n'a pas lieu. Donc c'est un long feuilleton. Et puis, 9 ans plus tard, au printemps 68, juste après les événements de mai 68, le général de Gaulle fait savoir à Morand, par l'entremise de Maurice Genevoix, qui est devenu secrétaire perpétuel de l'Académie française, que puisque Morand s'est tenu tranquille, il ne voit finalement pas d'inconvénient à ce que Morand se présente à l'Académie française, à une condition cependant, c'est qu'il ne se présente pas au fauteuil du maréchal Juin, qui était le vieux camarade de promotion de Gaulle à Saint-Cyr. Donc ça, on n'y touche pas. Et le seul fauteuil libre à ce moment-là, c'est le fauteuil de maître Maurice Garçon, qui est un grand avocat des années 30-40, et auquel Morand va se présenter. Voilà, et ce sera donc à ce fauteuil qu'il sera finalement élu. On peut peut-être dire un mot du rôle d'Hélène Souzzo, sa femme. En 1968, elle est déjà une vieille femme. Hein. Vous avez commencé déjà à dire qu'elle l'avait beaucoup poussé. Sans doute sans elle, il ne se serait pas présenté à l'Académie. Et pourtant, les rapports entre Monsieur et Madame Morand sont des rapports assez étonnants. Comment vous la voyez, vous,
cette femme, Hélène Suzzo, et quel a été pour vous son rôle, dont on dit son rôle est qu'il a été essentiel. majeur? Son rôle est essentiel. C'est une femme très certainement antipathique et en même temps assez fascinante. D'abord, elle est nettement plus âgée que lui. Il épouse un peu sa mère, hein, Paul Morand. Elle a 13 ans de plus que lui. Il l'a trompée énormément et en même temps, il revient toujours à elle. Alors, elle était très au courant qu'elle était trompée. Elle était au courant et elle était... s'inventait même. Elle s'inventait, oui, absolument. Elle disait, un homme qui ne trompe pas sa femme n'est pas un homme. Alors, il y a un mari qui part avec ça comme viatique dans la vie, tout est possible. Et pourtant, il avait quand même, à force de tromper sa femme, parfois des remords, même si elle lui donnait l'autorisation de le tromper. Je pense que le remords a eu lieu une seule fois, en 1939. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bel effort. Et à tel point qu'en 1941, quand paraît L'homme pressé, il le dédie à Hélène. Et c'est la seule fois où il va le faire. Et la dédicace est très jolie. Il lui dit, dédie-t-on un livre à qui on a dédié sa vie. Et là, il a des choses à se faire pardonner. Je crois que ce que disait Marc Dambre est très juste tout à l'heure. Le journal inutile, c'est une extraordinaire déclaration d'amour à Hélène, notamment dans les dernières années. Quand elle s'en va par morceaux, c'est une très vieille personne. Et lui est extraordinaire avec elle, s'occupe d'elle avec un soin incroyable. Elle devient aveugle. Or, c'était une femme très cultivée qui lisait au moins 1, voire 2 livres par jour. Il embauche une jeune lectrice du conservatoire, qui est Nathalie Baye, pour lui faire la lecture. Comme il veut pas qu'elle ait honte dans son fauteuil roulant, il fait venir des gens à déjeuner, comme ça elle a pas besoin de sortir. Il est assez extraordinaire avec elle, il lui raconte tout. Elle est sourde en plus. Alors, à table, elle entend pas très bien ce qu'on dit. Il lui répète la conversation. Il est d'un dévouement inouï. Donc, elle a été à la fois la femme la plus trompée de Paris et je pense paradoxalement une des femmes les plus aimées de Paris. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être difficile à comprendre à notre époque, mais qui est extrêmement intéressant. Alors, du point de vue de l'Académie française, elle est essentielle parce que c'est sa revanche à elle. Je pense que si elle n'avait pas tant insisté, lui aurait peut-être renoncé. À force d'échecs et de défaites. Peut-être d'autres thèmes, puisqu'il nous reste quelques minutes de votre roman. Vous parlez notamment de l'appartement de l'avenue Charles Floquet, oui, que vous décrivez beaucoup et bien. Oui, qui est ce qu'on appelait un appartement cathédrale. Ça avait été construit par le père d'Hélène. C'était sa dot. Sur des terrains vagues, à l'époque, le quartier était mal famé. C'était devant la Tour Eiffel. Et il y avait un salon de 20 mètres de long et de 8 mètres de haut. Vous parlez également des visiteurs. On trouve des noms qu'on s'attendrait pas à trouver. Par exemple, Patrick Modiano. Oui, parce que Paul Morand était très attentif aux jeunes écrivains. Et en 1968, c'est lui qui a beaucoup fait pour que Modiano, pour son premier roman qui s'appelait La place de l'étoile, ait le prix Roger Nimier. Donc vous voyez, on revient à Nimier, qui a été créé 1 an après la mort de Nimier, qui était mécéné par Florence Gould. Morand était... Qui existe toujours. Voilà, absolument. Et c'est Modiano qui l'a eu, qui était un tout jeune homme de 22 ans. Ensuite, Morand l'a invité à déjeuner chez lui pour faire mieux connaissance. On imagine très bien, Modiano disait pas grand-chose, il n'a pas changé. Morand parlait beaucoup, non pas tellement. Morand ne parlait pas grand-chose, mais ils avaient des silences qui s'accordaient. Et je ne sais pas si c'est vraiment une amitié, mais ils se sont connus, et ils se sont bien connus à la fin de leur vie. Un autre nom qui fréquentait aussi ce même salon, si l'on peut dire, c'est François-Marie Bagné. Lui, on l'attend davantage dans ce milieu-là. François-Marie Bagné a toujours aimé les personnes âgées, ça n'a jamais changé. Riche de préférence, absolument. Je crois qu'il faisait beaucoup rire les Morand. Il avait un don d'imitateur. Je pense qu'il avait une conversation très amusante. Et il a passé pas mal de temps là. Je pense qu'il n'a pas extorqué le moindre manuscrit, le moindre livre ancien. Mais vous savez, pour des personnes âgées, je pense que ce genre de gens, avec une conversation assez brillante, qui sortait beaucoup, était distrayant. Et au fond, c'est ça qu'il cherchait, c'était à être distrait. Et vous, ce sera ma dernière question, qu'avez-vous cherché en écrivant ce livre, Pauline Dreyfus? Pourquoi vous êtes intéressée à ce moment-là de la vie de Paul Morand et de manière plus globale à Paul Morand lui-même?
ce moment-là parce que je le trouvais très... Il y a une nouvelle de Borges où on fait passer toute une existence dans le chat d'une aiguille. Et voilà, pour moi, l'Académie française, pour Morand, c'était ça. C'est-à-dire qu'on pouvait raconter beaucoup d'épisodes disparates de la vie de Morand à travers ces diverses tentatives à l'Académie française. Ça, c'est la première chose. Mais qu'est-ce qui vous fascinait chez Morand ? C'est un écrivain que j'admire énormément et je prends tout. Alors moi je dis je prends tout, je trouve que c'est difficile de faire le tri, même dans le journal inutile où comme disait à juste titre Marc Dampre, il y a des scories, mais elles font partie du personnage. Je suis une grande admiratrice du styliste et ce que je trouve très intéressant avec Morand, c'est qu'avec les années, son rôle pendant la guerre pour les jeunes lecteurs s'efface et on ne lit plus que l'écrivain, on ne juge plus que l'écrivain et ça je trouve ça très bien au fond. Le mot de la fin, Marc Dampre, très rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que Patrick Modiano trouvait qu'on aurait dû publier le journal inutile simplement en extrait, parce que c'est un livre qui n'est pas lisible dans son ensemble. Et vous êtes contre ça ? Oui, pour la bonne raison que les scories, c'est aussi, je suis prends tout d'accord. également, et il faut tout prendre, ça ne suppose pas évidemment, l'approbation, forcément. En même temps. Merci Marc Dampre, merci à vous aussi Pauline Dreyfus. Je rappelle que votre roman Immortel enfin a été récemment réédité au livre de poche. Demain, dernier temps de notre semaine Paul Morand. Il sera question de voyage et aussi de sport. Nous serons avec les universitaires Dominique Lany et Julie Gaucher. Mais pour l'heure sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Jacques Bonafé. Bonjour. Chaque fois que je vois la vague effacer les traces sur la grève, je me demande qui est passé, et j'aboutis à une simplification. C'est une reprise du poème d'hier, extrait de Isomorphisme de Démosthène Agraphiotis. Une autre poète grecque, Katerina Iliopoulou, nous laisse des images qui, écrites en 67, semblent refléter des images d'aujourd'hui, où ils sortent de la terre. La côte incurvée forme les gradins d'un théâtre hermétique. Ils penchent la tête dans la solitude et comptent les galets. Ils parlent et se regardent toujours un peu timidement, comme des étrangers. Tous deux collectionneurs, ils marchent avec attention, en quête d'éléments, aspirent à la durée. Ici, les événements qui naissent sont si infimes que la plus fine épuisette ne saurait les prendre. Ils s'allongent finalement sur le dos et cherchent dans le ciel. Deux aigles tournent là-haut, se croisent, flirtent en plein vol, immobiles en appui sur le vent, confiés au suspens, les ailes grandes ouvertes, les yeux grands ouverts. Ils passent le paysage à la meule du regard. Chaque rocher, chêne, chaque recoin ombreux sous les arbres est analysé et répertorié, dissous. Il ne restera rien, ni toucher, ni murmure, ni chair veloutée qui palpite entre les pierres, seul le saut des ailes ouvertes dans le ciel, le signe du retour. Un poème plus ancien de Leftéris Poulios, Aux routes. Aux routes, pieuvres lisses et sombres de ce pays mien, vous sur lesquels sans forme et sans masse s'avance le futur, taxi, pullman, tanker, quelques vélos ou un moineau qui fait rouler ses roues invisibles sur l'asphalte. En dessous, routes souterraines, au-dessus, tunnels aériens jouant du jazz. Aux routes à côté de vitrines éclatantes, auprès de statues ou entre les magasins et les usines. Aux routes devant l'université, devant le bâtiment de l'Assemblée. Aux routes nationales, routes du quartier, routes fouettées de goudron et de sang, faites de cris et de gravier, sous le poids des rouleaux compresseurs et des milliers de manifestations. Aux routes, linceul de Grigoris, de Sotiris, de Tassos, aux routes, champs de guerre, routes de fête, routes, angoisse, aux routes meurtrières. Quelle malédiction est sur vous tombée? Nous attendons chacun à son arrêt, nous attendons tous ensemble, sous le préau de zinc. Réfugiés, regarde comme s'accumule la création sous le regard de l'homme. Que reste-t-il? Un immense drap. Solitaire, il en soulèvera les bords. De la terre habitée, il fera un ballot. Et même de la steppe et de la mer, il le chargera sur son dos et il partira.
C'est un poème d'Imitra Christodoulou, écrit en 97 à Athènes. Voilà Jacques Bonafé qui lit donc de la poésie grecque contemporaine sur France Culture. Merci à lui. Dans un instant, vous retrouvez les sciences avec Nicolas Martin. Et nous, on se retrouve demain. Très bon après-midi à toutes et à tous.